Mon nom est Céleste, j'ai 32 ans, et jusqu'à cette nuit d'octobre, je pensais avoir une famille. Dysfonctionnelle, certes, compliquée, absolument, mais une famille tout de même. J'avais tort. J'avais si terriblement tort. Je me tenais dans le couloir sombre de la maison de mon enfance, en Auvergne. L'odeur de la cire d'abeille et du café froid de la veille flottait dans l'air, une odeur que j'associais autrefois au confort, à la routine. Ce soir-là, elle me donnait la nausée. Il était presque minuit. J'étais rentrée de Lyon pour le week-end, attirée par la promesse d'une grande nouvelle. La porte du bureau de mon père était entr'ouverte. Une fine lame de lumière coupait l'obscurité du couloir. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Vraiment pas. J'allais juste chercher un verre d'eau pour calmer l'acidité de mon estomac, une acidité provoquée par un dîner tendu et des sourires forcés. Mais je me suis arrêtée. J'ai entendu mon nom. Puis j'ai entendu la voix de mon père, Didier. Une voix que je connaissais par cœur, mais qui avait une intonation que je n'avais jamais saisie auparavant. Une intonation pâteuse à cause du vin, mais surtout, une intonation de conspirateur. Il parlait à ma jeune sœur, Manon. Ne t'en fais pas, dit-il, et j'ai entendu le tintement de la glace dans son verre. Il riait presque. On va tout faire payer à ta sœur. Ces mots. Tout faire payer à ta sœur. Mon souffle s'est coupé. Je n'ai pas bougé. Je crois que mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Ce n'était pas un choc, pas au sens d'une surprise totale. C'était pire. C'était une confirmation. La confirmation glaciale, brutale, de ce que j'avais ressenti au plus profond de moi pendant 32 ans, je n'étais pas leur fille. J'étais leur investissement. Leur plan d'épargne. Leur police d'assurance vie. Pendant des années, j'avais travaillé sans relâche. J'avais collectionné les diplômes, les 20/20, les promotions, les augmentations. Je m'étais battue dans le monde compétitif de la finance à Lyon, espérant qu'un jour, un de ces succès, un de ces trophées, attirerait enfin leur regard. J'espérais qu'ils seraient enfin fiers. J'avais cru que leur distance, leur indifférence, était un échec de ma part. Je n'étais pas assez bien, pas assez performante. Cette nuit-là, en entendant ces mots, j'ai compris. Ils voyaient ma réussite non pas avec fierté, mais avec avidité. Ma réussite n'était pas pour moi, elle était pour eux. Je n'ai pas bougé. J'ai écouté le reste de leur plan méprisable, chaque mot enfonçant le clou plus profondément dans ce qui restait de mon cœur d'enfant. Quand ils ont eu fini de discuter de la façon dont ils allaient me piéger, me vider, me faire payer, je suis remontée dans ma chambre d'enfant. Sans un bruit. J'ai marché sur la pointe des pieds, comme une voleuse dans ma propre maison. Je ne me suis pas couchée. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. La colère était trop froide, trop pure. Elle m'a envahi comme un bloc de glace, gelant tout sur son passage. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison de mon enfance pour la dernière fois. Cette nuit-là, j'ai transféré chaque centime que je possédais, chaque euro durement gagné, hors de leur portée. Ils pensaient que j'étais leur banque. J'allais leur montrer ce qui arrive quand on tente de braquer la banque. Si vous regardez cette histoire, merci de prendre un moment pour liker et vous abonner. C'est une histoire que j'ai besoin de raconter, plus que vous ne pouvez l'imaginer. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel département ou de quel pays vous êtes. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas seule. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Vous voudrez savoir ce qui s'est passé quand ils ont découvert que leur plan d'épargne retraite venait de disparaître. Mais avant de vous raconter la confrontation, avant l'opération forteresse, laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Laissez-moi vous raconter comment on transforme une fille en machine à sous. Cela a commencé bien avant cette nuit. Cela a commencé le jour de ma naissance. Je suis née un mardi. Ma mère, Martine, aimait raconter que j'étais un bébé facile. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce que « facile » signifiait dans sa bouche. Facile voulait dire silencieux. Facile voulait dire qui ne dérange pas. Nous vivions dans une petite ville industrielle près de Clermont-Ferrand. Une maison modeste mais impeccable, un jardin entretenu au cordeau.
Sur le papier, nous étions la famille française parfaite. Mon père, Didier, était directeur commercial régional pour une entreprise de pneus. Ma mère, Martine, était secrétaire dans un lycée. Ils travaillaient dur. Ils payaient leurs factures. Ils étaient respectés. Pendant 5 ans, j'ai été l'enfant unique. J'étais calme, je lisais beaucoup. J'étais facile. Et puis, Manon est arrivée. Je me souviens du jour où ils l'ont ramenée de la maternité. J'avais 5 ans. J'étais excitée, je lui avais préparé un dessin. Ma mère s'est assise lourdement sur le canapé, l'air épuisé. Elle m'a tendu le petit paquet rose et hurlant. C'est ta petite sœur, Céleste, m'a-t-elle dit, non pas avec joie, mais avec une sorte d'ordre lasse. Tu vois comme maman est fatiguée? Tu vas devoir nous aider à t'en occuper. Tu es la grande, maintenant. Ce jour-là, j'ai cessé d'être une enfant et je suis devenue une aide. Manon était tout mon contraire. Elle était bruyante, exigeante, colérique. Elle était difficile. Et mes parents adoraient ça. Ils confondaient ses caprices avec du caractère et son agitation avec de l'énergie. En grandissant, le fossé est devenu un canyon. La différence de traitement n'était pas subtile. Elle était flagrante, presque comique si elle n'avait pas été si douloureuse. Nos bulletins scolaires étaient le meilleur exemple. En CM2, j'ai ramené un bulletin parfait. 18/20 en maths, 19/20 en français. Mon père a regardé la feuille, l'a signée distraitement. 18 en maths? Qu'est-il arrivé aux 2 autres points, Céleste? Tu te relâches. Quelques années plus tard, Manon, alors en 5e, a ramené un bulletin catastrophique. Septembre 2020 en maths, août 2020 en histoire, mais un octobre 2020 de justesse en français. Mes parents ont débouché une bouteille de clairette de 10 à la fin du repas. 10 en français, s'est exclamée ma mère. C'est merveilleux. Notre Manon a tellement fait d'efforts, elle a la fibre artistique. La discipline était une blague. Un soir, j'ai accidentellement renversé un verre de jus d'orange sur le tapis beige du salon. J'ai eu droit à un savon monumental de mon père, hurlant sur le prix du tapis. J'ai été privée de sortie pendant une semaine. 2 mois plus tard, Manon, en jouant à l'intérieur avec un ballon, a fait tomber un vase en porcelaine de Limoges que ma mère tenait de sa propre mère. Il s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai retenu mon souffle, m'attendant à une explosion nucléaire. Au lieu de cela, mon père a ri. Il a secoué la tête. Oh là là, quelle énergie! Elle est si pleine de vie, cette petite. On ne peut rien lui refuser. Manon était pleine de vie. J'étais négligente. Le clou du spectacle, c'était les anniversaires. Pour mes 12 ans, j'avais timidement demandé si je pouvais inviter mes amis à dormir. Ma mère a soupiré. Une soirée pyjama? Céleste, tu sais bien que ça met du désordre partout. On fera un gâteau. J'ai eu un gâteau au chocolat fait maison après le dîner et un billet de 20 €. Pour les 7 ans de Manon, 2 mois plus tard, ils ont loué un énorme château gonflable qui remplissait tout le jardin. Ils ont invité toute sa classe de CE1. Il y avait une montagne de cadeaux, des bonbons, de la musique. J'avalais ma peine. J'aidais ma mère à préparer les sandwichs. Mon père m'a vu regarder les autres enfants sauter et rire, hurlant de joie. Il m'a donné une tape condescendante dans le dos. Tu es grande maintenant, Céleste. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce sont des choses d'enfant. Toi, tu es plus mature. J'avais 12 ans. J'ai compris la leçon. J'ai appris à devenir invisible. Je n'étais pas l'enfant problème, donc je n'avais pas besoin d'attention. Je n'étais pas l'enfant en or, comme Manon, donc je ne méritais pas d'éloges. J'étais l'enfant facile. L'enfant qui gérait. J'ai appris à ne pas faire de bruit, à ne pas déranger, à ne rien demander. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je devenais parfaite, si je réussissais brillamment, ils seraient obligés de me voir. Ils seraient obligés de m'aimer autant qu'ils aimaient Manon. J'allais bientôt apprendre que mon avenir avait un prix. Et que j'étais la seule à devoir le payer, littéralement. Il y avait une personne qui me voyait. Une seule.
Ma grand-mère maternelle, Odette. Ma maminou. Elle vivait seule dans une petite ferme délabrée dans le Cantal, un endroit qui sentait le foin coupé, le bois de chauffage et le lait frais. J'y passais tous mes étés, et c'était mon seul refuge. Odette ne me demandait jamais mes notes. Elle me demandait ce que je pensais. Elle ne se souciait pas de mes performances. Elle se souciait de moi. Elle m'écoutait. Vraiment. Pendant que nous préparions la confiture d'abricot, sa cuisine embaumant le sucre et la vanille, je lui parlais de mes livres, de mes peurs, de mes espoirs. Un après-midi, j'avais 14 ans, elle s'est arrêtée de remuer sa grande bassine en cuivre. Elle m'a regardé, ses yeux bleus, vifs et plissés, me transperçant avec une lucidité désarmante. Ta tête vaut de l'or, Céleste, m'a-t-elle dit, sa voix rocailleuse. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Surtout pas ceux qui font plus de bruit qu'ils n'ont de sens. Elle est morte cet hiver-là. D'une crise cardiaque, soudaine et brutale. J'avais 15 ans. Le jour de ses funérailles, le vent glacial du Cantal me giflait le visage. J'étais debout entre mes parents, mais je n'avais jamais été aussi seule. Mon encre venait de lâcher. Cette perte m'a brisée, puis elle m'a endurcie. Si je ne pouvais pas compter sur l'amour, je compterais sur moi-même. L'indépendance est devenue ma religion. J'ai cessé d'essayer de mériter leur amour et j'ai commencé à travailler pour acheter ma liberté. Au lycée, ma vie était une routine militaire. Je me levais à 4 heures du matin le samedi et le dimanche pour travailler à la boulangerie du coin. L'odeur des croissants chauds était ma seule consolation. Après les cours, la semaine, je faisais du tutorat en maths pour les plus jeunes. Chaque euro, chaque centime, était mis de côté dans un compte épargne que j'avais ouvert moi-même le jour de mes 16 ans. Puis est venue l'université. Mon plan d'évasion. J'ai postulé aux meilleures écoles de commerce. J'ai été acceptée à l'EM Lyon, une excellente école, avec une bourse partielle. J'étais extatique. J'avais réussi. J'ai présenté la lettre d'admission à mes parents, pensant naïvement qu'ils seraient enfin fiers et qu'ils proposeraient de payer le reste des frais de scolarité, qui étaient élevés. La réaction de mon père a été un seau d'eau glacée. Il a à peine regardé le papier. Lyon ? C'est cher. Et puis, on n'a pas les moyens. On doit économiser pour Manon. Manon, à ce moment-là, avait décidé que sa passion était l'équitation. L'équitation, ça coûte une fortune, tu sais. Les concours, le cheval. Elle a du talent. Il faut soutenir ça. J'avais 18 ans. J'avais besoin d'un prêt étudiant pour couvrir la part manquante. Et c'est là que le piège s'est refermé. Mon père, étonnamment, s'est montré incroyablement serviable. Ne t'inquiète pas, Céleste. Ces banquiers, ils essaient toujours de vous arnaquer. Je vais t'aider. Je connais le directeur de l'agence. Je viens avec toi. J'étais si reconnaissante. Je me sentais coupable d'avoir douté de lui. Il m'a emmenée à la banque. Il a parlé au conseiller, utilisant des termes que je ne comprenais pas. Il m'a souri, l'air paternel. Voilà, c'est réglé. Il faut juste que tu signes là, et là, c'est pour la caution solidaire, c'est juste une formalité pour la banque. Je l'ai cru. J'ai signé. J'ai signé les yeux fermés, aveuglé par la gratitude. Je ne l'ai su que bien plus tard, des années plus tard. Je ne l'ai su que cette nuit d'octobre, en écoutant à la porte du bureau. Il ne m'avait pas fait signer un seul prêt. Il m'avait fait signer un prêt garanti plus élevé que nécessaire. Il avait secrètement retiré 2000 € de plus que ce dont j'avais besoin pour mes frais de scolarité. 2 semaines après mon départ pour Lyon, ma sœur Manon, 14 ans, avait un scooter Piaggio flambant neuf. Pour aller à ses cours d'équitation, disait fièrement ma mère à ses amis. J'ai remboursé ce scooter. Pendant 5 ans. Chaque mois, une partie de mon petit boulot à la bibliothèque de Lyon servait à payer le scooter de ma sœur. Un scooter que je n'avais jamais vu, pour des cours d'équitation auxquels je n'avais jamais assisté. J'ai payé la dette qu'il avait contractée dans mon dos. Que auriez-vous fait à ma place si vous l'aviez découvert à ce moment-là ? Avez-vous déjà été trahi financièrement par votre propre famille, d'une manière aussi sournoise ? Dites-le moi dans les commentaires.
J'ai vraiment besoin de savoir si je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je suis partie pour Lyon avec une bourse, un prêt étudiant gonflé par la fraude, et une promesse faite à moi-même. Je ne leur demanderai plus jamais rien. Mais j'allais bientôt découvrir qu'ils n'avaient pas, mais alors pas du tout, fini de me prendre. Lyon. C'était la liberté. La seconde où je suis descendue du TGV à la gare de la Part-Dieu, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois de ma vie. Je me suis installée dans une chambre de bonne de 12 mètres carrés sous les toits, dans le 6e arrondissement. C'était minuscule, il y faisait une chaleur étouffante en été et un froid glacial en hiver, mais c'était à moi. Je me suis jetée dans le travail comme une affamée. J'ai fait un double diplôme en finance et comptabilité. Je n'étais pas la plus brillante, mais j'étais de loin la plus acharnée. Je passais mes nuits à la bibliothèque de la Part-Dieu. Je travaillais 20 heures par semaine comme serveuse dans un « bouchon » près de la presqu'île pour payer mes factures et commencer à rembourser mon prêt et celui du scooter de Manon. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai été embauchée avant même la fin de mon stage de fin d'études dans un grand cabinet de conseil financier à la Tour Oxygène. J'ai déménagé dans un vrai appartement, un petit T2 à la Croix-Rousse. J'avais 25 ans et j'étais enfin, vraiment, indépendante. C'est là que j'ai rencontré Morgane. Elle était comptable dans le même cabinet, une lyonnaise pur jus, drôle, directe comme un coup de poing, et farouchement loyale. Elle est devenue ma première vraie amie. Un soir, après une journée épuisante à boucler les bilans, elle m'a vue au téléphone avec ma mère. C'était juste avant mon anniversaire. J'avais raccroché, les larmes aux yeux, mais essayant de les cacher. Ma mère venait de me dire qu'il ne pouvait pas venir à Lyon pour mes 25 ans, parce que Manon avait un concours d'équitation ce week-end-là. Tu comprends, Céleste, c'est important pour elle. Morgane m'a tendu une tasse de café, sans un mot. Puis elle a dit, laisse-moi deviner. Encore ta famille ? Je lui ai tout raconté. L'injustice. La sensation de ne jamais être assez bien. Le sentiment d'être le mulet de la famille, celle qui porte les charges pour que l'enfant en or puisse briller. Elle m'a écouté attentivement. Puis elle a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. Céleste, ce n'est pas toi le problème. Ce sont eux. Tu es géniale. Tu t'es construite toute seule à partir de rien. Eux, ce sont des vampires émotionnels. Arrête d'essayer de leur plaire. Tu n'y arriveras jamais. Personne, jamais, ne m'avait dit ça. J'ai essayé de suivre son conseil. Vraiment. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Même en sachant cela, même à 200 km de distance, une partie stupide de moi cherchait encore désespérément leur approbation. À 28 ans, j'ai été promue associée junior. J'ai reçu mon premier gros bonus. J'avais de l'argent de côté pour la première fois de ma vie. Et j'ai fait une erreur. Une erreur pathétique. J'ai essayé d'acheter leur amour. J'ai réservé à mes parents un week-end de luxe dans un célèbre spa de Vichy. J'ai tout payé. L'hôtel 5 étoiles, les soins, le restaurant gastronomique. J'ai dépensé une fortune. J'imaginais l'appel de ma mère, enfin fière, enfin reconnaissante. J'imaginais mon père me disant, « Bravo, ma fille ». L'appel est arrivé le dimanche soir, après leur retour. C'est mon père qui a décroché. « Céleste ? Bon, l'hôtel était correct. Mais la nourriture, bof. Beaucoup de chichi pour pas grand-chose. Franchement, la truffade de ta mère est meilleure. » Puis ma mère a pris le téléphone. « C'était gentil, Céleste, mais franchement, tu aurais dû savoir que ton père n'aime pas les spas. Il s'est ennuyé comme un rat mort. Et l'eau de Vichy, c'est surfait. Pas un « merci ». Pas un seul. Ce n'était pas de l'ingratitude. C'était un message. Un message clair. Ma réussite ne valait rien s'ils ne pouvaient pas la contrôler. Mon argent n'avait de valeur que s'il servait leurs désirs à eux, pas les miens. J'ai pleuré ce soir-là. J'ai pleuré de honte. Morgane m'a trouvée en larmes dans les toilettes du bureau le lendemain. Elle ne m'a pas dit « je te l'avais dit ». Elle m'a juste prise dans ses bras. Après ça, j'ai arrêté d'essayer. J'ai mis de la distance. Une distance froide, polie. J'ai construit ma vie à Lyon.
J'ai été promue à nouveau. J'ai épargné, mais cette fois, pour moi. J'ai rencontré Mathis, un ingénieur en environnement, un homme bon, un homme calme, qui trouvait mon intelligence financière incroyablement sexy et non intimidante. Pendant 4 ans, une paix relative s'est installée. Des appels brefs pour les anniversaires. Des cartes de Noël. J'avais presque réussi à me convaincre qu'ils avaient accepté ma nouvelle vie. Jusqu'à cet appel téléphonique d'octobre. L'appel qui allait tout faire basculer. C'était un mardi soir. Je venais de rentrer chez moi, dans mon bel appartement de la Croix-Rousse. J'avais ouvert une bouteille de Côtes-du-Rhône et je finalisais un dossier compliqué. La vie était, bien. Stable. Mon téléphone a sonné. Maman. Mon cœur s'est serré. Elle n'appelait jamais le mardi. Le mardi, c'était sa soirée, question pour un champion. J'ai décroché, une boule d'angoisse se formant dans mon ventre. Céleste, ma chérie. Sa voix. Elle était mielleuse. Artificielle. C'était sa voix, je veux quelque chose. Un signal d'alarme immédiat a retenti dans mon cerveau. Salut maman. Tout va bien? Il y a un problème? Oh non, au contraire. Tout va merveilleusement bien. Elle a ri. Un petit rire forcé. Écoute, ton père et moi, on pensait, ça fait si longtemps que tu n'es pas rentré. Tu nous manques tellement. Je suis restée silencieuse. Je ne leur avais pas manqué le mois dernier quand j'avais proposé de passer et qu'ils m'avaient dit que c'était compliqué, parce que Manon avait besoin de la chambre d'amis pour ses créations. Peux-tu venir ce week-end, a-t-elle continué, son ton devenant suppliant. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Et devine quoi? Je vais faire une truffade. Juste pour toi. La truffade. Le plat de mon enfance. L'arme de manipulation massive. L'appât. Mon estomac s'est noué. Une grande nouvelle? Laquelle? Tu ne peux pas me le dire au téléphone? Oh non, c'est une surprise. C'est tellement mieux en personne. Allez, s'il te plaît, ma chérie. Pour ta vieille mère? Ça lui ferait si plaisir. J'ai raccroché en promettant d'y réfléchir. J'ai immédiatement appelé Morgane. Laisse-moi deviner, dit-elle avant même que j'aie pu parler. Voix mielleuse, mention d'un plat d'enfance, et une grande nouvelle mystérieuse. Comment tu sais? C'est le manuel de la manipulation familiale, page 1, Céleste. Fais attention. Quand ta mère devient si douce, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Tu crois? J'en suis sûre. N'y va pas. J'aurais dû l'écouter. Vraiment. Mais une partie stupide de moi, la petite fille de 12 ans qui voulait juste un gâteau d'anniversaire, espérait encore. Et si, pour une fois, c'était vraiment une bonne nouvelle? Et si, enfin, ils voulaient célébrer ma dernière promotion? Et si, enfin, ils étaient fiers? Cette stupide lueur d'espoir. C'est elle qui vous tue à la fin. J'ai pris un TGV le vendredi soir. J'ai dit à Mathis que je serais de retour le dimanche matin. 48 heures. Pas une minute de plus. J'ai loué une voiture à la gare de Clermont, je ne voulais pas dépendre d'eux. Le dîner du samedi soir était surréaliste. Ma mère n'arrêtait pas de parler de choses sans importance. La météo. Les voisins. Mon père remplissait son verre de vin un peu trop souvent, son regard glissant sur moi avec une intensité étrange. Manon semblait nerveuse, tapotant sur son téléphone sous la table. Finalement, au dessert une tarte aux pommes, pas la truffade promise, la bombe a été lâchée. Alors, la grande nouvelle? Commença mon père, se calant lourdement dans sa chaise. Il avait ce sourire qu'il réservait à ses clients avant de conclure une vente. C'est Manon. Notre petite artiste. Elle a un talent incroyable, tu sais. Elle va lancer son entreprise. Manon a rougi, levant les yeux de son téléphone. Oui. Je vais créer ma propre ligne, une boutique atelier de bijoux. Des pièces uniques, faites à la main. Très haut de gamme. Ça a l'air ambitieux, dis-je prudemment. Tu as fait une étude de marché? Un business plan?
Tu as chiffré tes coûts? Mon père a balayé mes questions d'un revers de main, l'air agacé. Ce sont des détails, Céleste. Des détails de comptable. C'est la vision qui compte. Et c'est là que tu interviens. On s'est dit que c'était un merveilleux projet familial. J'ai senti le piège se refermer. Mon cœur a commencé à battre lentement, lourdement. Qu'est-ce que vous attendez de moi, exactement? Ma mère a posé sa main sur la mienne. Son sourire était éclatant de fausseté. Nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Pour l'atelier, le stock de pierres, le marketing. Mon père a lâché le chiffre. Froidement. On a calculé, il faudrait environ 300 000 euros. J'ai failli m'étouffer avec ma tarte. 300 000 euros. Un petit coup de pouce. C'était presque tout ce que j'avais épargné en 10 ans. J'ai posé des questions pratiques. Sur la rentabilité. Les risques. Les garanties. Il n'avait aucune réponse. Juste une vision. L'art n'a pas besoin de business plan, a dit Manon, l'air snob. J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Que c'était une somme énorme. Je suis montée dans ma chambre d'enfant, la tête tourbillonnante, un frisson glacial me parcourant le dos. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison de me méfier. Le pire était à venir. La vérité de leur vision était bien plus sombre que je n'aurais pu l'imaginer. Je n'arrivais pas à dormir. Les chiffres tournaient en boucle dans ma tête. 300 000 euros. 300 000. C'était une somme absurde. C'était l'apport pour mon prochain appartement, c'était mon fonds d'urgence, c'était ma sécurité, c'était les 10 dernières années de ma vie, chaque matin à 7 heures, chaque nuit passée au bureau. Et ils en parlaient comme s'ils me demandaient 20 euros pour acheter du pain. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Peut-être qu'ils étaient juste naïfs. L'arrogance de Manon, le dédain de mon père pour un business plan, tout cela me criait « danger ». Vers minuit, la gorge sèche à cause du stress, je suis descendue sans bruit pour chercher un verre d'eau. La maison était plongée dans le noir. J'ai descendu les escaliers, évitant la 3e marche qui craquait depuis toujours. La maison était silencieuse. Sauf, non. Il y avait des voix. Des chuchotements. Ils venaient du bureau de mon père, au rez-de-chaussée. La porte était entr'ouverte, une fine lame de lumière coupait l'obscurité. J'allais continuer, m'annoncer. Mais je me suis arrêtée. J'ai entendu la voix de Manon, nerveuse. Mais 300 000, c'est énorme, papa. Tu crois vraiment qu'elle va accepter? Elle avait l'air froide. Je me suis immobilisée. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, mais en silence. Je me suis collée au mur du couloir, dans l'ombre. J'ai entendu le rire grave de mon père, un rire pâteux, plein de vin et de mépris. Elle fait ça difficile, comme d'habitude. Elle aime se faire désirer. Elle veut qu'on la supplie. Mais elle va payer. Tu es sûr? T'inquiète, dit mon père. Son ton est devenu conspirateur, et j'ai senti une sueur froide perler dans mon dos. Tu te souviens de son prêt étudiant, quand elle est partie à Lyon? Vaguement. Pourquoi? Elle n'a jamais su que je lui avais fait signer pour 2 000 euros de plus que ce dont elle avait besoin. Mon sang s'est glacé. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ma main a volé devant ma bouche pour étouffer le hoquet de surprise qui menaçait de sortir. Le scooter. Le scooter de Manon. Ce n'était pas une suspicion. Ce n'était pas une paranoïa. C'était vrai. Il venait de l'admettre. 2 000 euros qui ont payé ton premier scooter, continua mon père, et je l'entendais sourire dans sa voix. Elle n'a jamais rien vu. Elle est douée pour payer, celle-là. Manon a ri. Un petit rire nerveux, complice. Et si elle refuse de donner les 300 000? C'est là que le plan est génial, dit mon père, et j'entendais le bruit de la glace dans son verre. 300 000, c'est que le début. C'est l'hameçon. Elle est financière, elle va comprendre. Une fois qu'elle aura investi, elle sera coincée. Elle ne voudra pas perdre sa mise. Donc, quand tu auras besoin de 50 000 de plus pour des pierres rares,
ou de 100 000 de plus pour un loyer à Paris, eh bien, elle devra réinvestir pour protéger son argent. C'est le principe de l'investissement à perte, elle connaît. Elle sera piégée. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas un prêt. Ce n'était pas un investissement. C'était une prise d'otage financière. Un plan pour me vider, petit à petit, jusqu'à la dernière goutte. Et puis, ajouta mon père, sa voix devenant plus dure, plus amère. Elle nous doit bien ça. Elle devrait déjà nous aider pour notre retraite, au lieu de flamber son argent à Lyon dans son bel appartement. Elle n'a pas de mari, pas d'enfant. C'est de l'égoïsme pur. Nous, on s'est sacrifiés pour elle. C'est à son tour. Des sacrifices ? J'ai failli m'étouffer de rage. Manon a posé la question finale. Et si elle dit non ? Si elle refuse tout net ? Il y eut un long silence. J'ai retenu mon souffle. Ne t'en fais pas, Manon, dit mon père, sa voix basse et pleine d'une certitude terrifiante. On va tout faire payer à ta sœur. D'une manière ou d'une autre. Elle nous doit bien ça. Ce n'était plus de la colère que je sentais. C'était un vide immense, un trou noir. La famille que j'avais essayé de mériter, pour laquelle j'avais sacrifié mon adolescence, n'existait pas. C'était une illusion. Je n'étais pas une fille. J'étais une ressource. J'avais entendu assez. Je suis remontée dans ma chambre, marche après marche, en retenant mon souffle. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis restée assise sur mon lit d'enfant, dans le noir, pendant 1 heure. Le sang pulsait dans mes oreilles. Puis, le vide a été remplacé par une chose nouvelle. Une rage froide, pure et tranchante comme un rasoir. J'ai pris mon sac. Ils pensaient que j'étais leur otage financier. J'allais leur prouver le contraire. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. La colère était trop froide, trop pure pour laisser place aux larmes. Elle m'a donné une clarté d'esprit terrifiante. Je bougeais avec une efficacité mécanique, silencieuse. J'ai pris mon petit sac de week-end. J'ai rassemblé mes affaires de toilette dans la salle de bain, en faisant attention de ne pas faire teinter les flacons. J'ai vérifié 3 fois que j'avais mon portefeuille, mon téléphone, et les clés de ma voiture de location. Je me suis arrêtée devant la porte de la chambre. J'ai pris une feuille de papier sur le vieux bureau où j'avais fait mes devoirs pendant 10 ans. Le bureau où j'avais pleuré en silence après avoir eu 18/20. J'ai pris un stylo. J'ai écrit 4 mots. Urgence au travail. J'ai dû repartir. Un mensonge. Mais c'était moins douloureux que la vérité que j'aurais voulu leur cracher au visage. Je l'ai posé sur l'oreiller. Je suis descendu pieds nus. J'ai évité la 3e marche qui craquait. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'ils allaient l'entendre. J'ai tourné la clé dans la serrure d'entrée avec une lenteur infinie. Le déclic m'a paru assourdissant. L'air froid de la nuit, à 2 heures du matin, m'a frappé au visage. C'était l'air de la liberté. J'ai conduit en silence, sortant de la ville endormie. Les lumières du tableau de bord étaient ma seule compagnie. J'ai roulé pendant 1 heure sur la 89 en direction de Lyon, sans musique, sans pensée. Juste le bruit des pneus sur l'asphalte. Puis, sur une aire d'autoroute déserte, quelque part vers Thiers, j'ai garé la voiture loin des lampadaires. Et là, tout a lâché. Ce n'était pas une petite crise de larmes. C'était un hurlement. Un son animal, venu du plus profond de moi. J'ai frappé le volant, encore et encore, en hurlant. Un cri de 32 ans de frustration. Un cri pour la petite fille qui n'avait pas eu de fête d'anniversaire. Un cri pour l'adolescente qui avait payé le scooter de sa sœur sans le savoir. Un cri pour la femme qu'il voyait comme un portefeuille sur pattes. Quand la colère est passée, elle a laissé place à autre chose. Quelque chose de bien pire. La honte. Et le doute. La petite voix qu'ils avaient installée dans ma tête depuis mon enfance, la voix de la culpabilité, a commencé à murmurer. Et s'ils avaient raison ? Suis-je vraiment si égoïste ? J'ai un bel appartement à Lyon. J'ai un bon salaire. Eux, ils n'ont rien. Manon n'a pas eu ma chance, comme ils disent. Ai-je mal compris ? Peut-être que papa avait trop bu ? Peut-être que ce n'était que des paroles en l'air,
une fanfaronnade d'homme ivre? J'ai pleuré de m'être senti trahi, mais j'ai pleuré encore plus fort à l'idée que je pourrais être la personne horrible qu'il décrivait. C'est ça, le résultat de 32 ans de manipulation psychologique. Vous ne savez plus où est la vérité. Vous finissez par croire que le problème, c'est vous. J'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai appelé Morgane. Il était 2h30 du matin. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix ensommeillée immédiatement alerte. Céleste? Qu'est-ce qui se passe? Il est 2h du matin. J'ai tout déballé, entre les sanglots. Le dîner. Le plan des 300 000. La conversation surprise. Le scooter. On va tout lui faire payer. Je crois que je suis une personne horrible, Morgane. Je me suis enfuie. Je les ai abandonnés. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Pas un long silence. Juste le temps pour elle d'absorber l'horreur. Puis sa voix, claire et dure comme de l'acier. Non, Céleste. Écoute-moi. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas horrible. Ils sont des manipulateurs. Des vampires. Ce qu'ils ont fait avec le prêt étudiant, ce n'est pas juste immoral, c'est illégal. C'est un putain d'abus de confiance. Mais. Pas de « mais ». Reste où tu es. Respire. Trouve l'hôtel le plus proche de l'autoroute. Un Formule 1, n'importe quoi. Ne rentre pas chez toi. On ne sait jamais s'ils ont un double de tes clés. Dors. Demain, on verrouille tout. Demain, on contre-attaque. J'ai raccroché. Ces mots coupaient à travers le brouillard de ma culpabilité. Illégal. Abus de confiance. J'ai trouvé un Formule 1 sordide à la sortie suivante. J'ai payé en espèces. J'ai passé le reste de la nuit assise sur le lit, la lumière de la salle de bain allumée, regardant le mur. Je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je n'étais plus Céleste, la fille qui cherche à plaire. J'étais Céleste, la stratège. Et j'avais un plan. L'opération Forteresse allait commencer. Le lendemain matin, à 8h précises, la chambre d'hôtel Ibis en périphérie de Lyon était devenue mon quartier général de guerre. Je n'avais pas pris un Formule 1, finalement. J'avais besoin de confort, d'un bon Wi-Fi. J'avais besoin de me sentir en contrôle. Mon ordinateur portable était ouvert. Mon téléphone était chargé. J'avais un café noir brûlant commandé au service d'étage. J'ai appelé ça « Opération Forteresse ». La peur et le doute de la nuit avaient été remplacés par une fureur froide et calculatrice. Ils m'avaient sous-estimé toute ma vie. Ils voyaient la petite fille, facile, celle qui encaissait sans se plaindre. Ils allaient rencontrer la directrice financière. J'ai dressé une liste. Méthodique. J'ai commencé par le plus urgent, mes comptes existants. J'étais cliente à la BNP et à la Société Générale depuis l'université. Mes parents connaissaient ces banques. Pire, ils connaissaient ma date de naissance, le nom de jeune fille de ma mère, leurs propres questions de sécurité, le nom de mon premier animal de compagnie, Patapouf. Ils avaient tout. Mon premier appel a été pour la Société Générale, service premier. J'ai pris ma voix la plus professionnelle. Bonjour, je suis Céleste, non, titulaire du compte numéro. J'ai des raisons de croire qu'une tentative de fraude grave sur mes comptes est imminente. De quel type de fraude parlez-vous, madame? Une fraude familiale. Des proches ayant accès à toutes mes informations personnelles s'apprêtent à tenter d'accéder à mes comptes ou de contracter des prêts en mon nom. Je veux verrouiller tout, immédiatement. L'opérateur a été incroyablement efficace. En 10 minutes, nous avions changé tous mes mots de passe en ligne et mis en place une authentification forte à 2 facteurs pour chaque transaction, même les plus petites. Mais je suis allé plus loin. Je veux un mot de passe verbal, ai-je insisté. Un mot qui n'a aucun lien avec moi. Si quelqu'un appelle, même s'il a mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, et le nom de mon chien, s'il ne donne pas ce mot, vous bloquez tout. Très bien, madame. Quel mot désirez-vous? J'ai réfléchi une seconde. Odette 1945. L'année de naissance de ma grand-mère. Il ne le devinerait jamais.
J'ai répété l'opération avec la BNP. À 9 heures, mes comptes existants étaient sécurisés. Mais ce n'était pas suffisant. Deuxième étape, l'avocat. J'ai appelé maître Valérie Simonet, une avocate spécialisée en droit financier et familial que Morgane m'avait recommandée il y a quelque temps, au cas où. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Je lui ai tout expliqué en 15 minutes. Sa voix était calme, sans jugement. Madame, ce que vous décrivez est malheureusement courant. C'est ce qu'on appelle un abus de faiblesse familiale. L'histoire du prêt étudiant est particulièrement grave. Vous avez très bien fait de partir. Maintenant, protégeons vos actifs. Troisième étape, le camouflage. Sur ses conseils, pendant que j'étais au téléphone avec elle, j'ouvrais un compte sur Boursorama, une banque 100% en ligne. Mes parents n'avaient aucune idée de son existence. L'ouverture de compte a pris 15 minutes, tout en ligne. Quatrième étape, le transfert. J'ai viré la quasi-totalité de mes liquidités. J'ai vidé mon livret A. J'ai vidé mon LDD, livret de développement durable. J'ai vidé mes comptes courants. Je n'ai laissé que 500 € sur chaque ancien compte, pour la forme. L'argent était maintenant dans un coffre-fort numérique qu'il ne pouvait pas trouver. Cinquième étape, l'arme nucléaire. La plus cruciale. Sur les conseils de maître Simonet, j'ai fait une chose radicale. J'ai contacté la Banque de France. J'ai demandé à être placée temporairement en interdit bancaire volontaire, ou plus précisément, à être inscrite au FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour prévention d'usurpation d'identité. C'est une mesure extrême. Cela signifiait que personne ne pouvait ouvrir un nouveau prêt, un nouveau compte, ou émettre un chèque à mon nom. Pas même moi. J'étais protégée contre moi-même, et surtout, contre eux. Sixième étape, le liquide. Je suis sortie de l'hôtel. J'ai trouvé un distributeur de la BNP. J'ai retiré le maximum autorisé. 500 €. Puis j'ai conduit à un distributeur de la Société Générale. 500 € de plus. J'ai fait cela 4 fois. À 17 heures, j'avais 2000 € en espèces dans mon sac. Mon fonds d'urgence, au cas où il réussirait à geler quelque chose malgré tout. À 17h01, j'étais de retour dans ma chambre d'hôtel. J'étais épuisée. Mais j'étais en sécurité. J'avais construit une forteresse financière en moins de 8 heures. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur la table de l'hôtel. 22 appels manqués de ma mère. 10 de mon père. Une avalanche de messages, où es-tu? On s'inquiète. C'est immature. Réponds. J'ai regardé le téléphone. J'étais prête. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils allaient faire ensuite. Je n'avais pas prévu l'embuscade. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de souffler. J'avais besoin d'une nuit de sommeil, une vraie. J'ai coupé le son de mon téléphone. J'ai commandé un service en chambre, à l'hôtel Ibis où je m'étais réfugiée, loin de mon appartement de la Croix-Rousse. Je me sentais en sécurité, protégée par mes nouvelles barrières financières. J'avais un plan. J'allais les appeler le lendemain, calmement, et leur expliquer ma position. J'avais tort. J'avais sous-estimé leur désespoir. J'avais sous-estimé leur culot. Le lendemain, je travaillais à distance depuis ma chambre d'hôtel. Mon téléphone était en mode « ne pas déranger ». Vers 19 heures, il s'est mis à vibrer si fort qu'il a failli tomber de la table. Ce n'était pas un appel. C'était une avalanche de notifications. C'était Morgane. Elle n'appelait pas. Elle m'envoyait des messages frénétiques. Morgane, Céleste. Morgane, réponds. Morgane, Céleste, ne rentre pas chez Théoï. Morgane, surtout, ne rentre pas. Mon sang se glaça. J'ai immédiatement appelé. Elle a décroché à la première sonnerie, sa voix n'étant qu'un chuchotement paniqué. Céleste. Ne rentre pas chez toi. Je te jure, ne viens pas ici. Morgane, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Ta mère est là. Sur ton palier. Elle frappe à ta porte comme une folle. Mon cœur a manqué un battement. Quoi?
Mais, comment? Ils ont conduit les 2 heures depuis Clermont. Ils ne sont pas venus par inquiétude, Céleste. Ils sont venus par panique. La panique de l'argent. Morgane habitait 2 étages au-dessus de moi, dans le même immeuble de la Croix-Rousse. Elle était rentrée du travail et avait trouvé ma mère en pleine crise d'hystérie dans le couloir. Elle pleure, me décrivit Morgane, chuchotant, visiblement cachée derrière sa propre porte. Elle hurle ton nom. Céleste, ma chérie, ouvre à maman. Les voisins sont sortis sur le palier. Madame Girard du 3e la regardait de travers. C'est la honte totale. Mon estomac s'est serré. L'humiliation. Et attends, ce n'est pas le pire, continua Morgane. Ton père est en bas, dans la voiture. En double fil. Je le vois de ma fenêtre. Il n'a pas l'air triste, Céleste. Il a l'air furieux. Il fume cigarette sur cigarette. Puis, les messages ont commencé à arriver sur mon téléphone. Des messages de ma mère, envoyés depuis mon paillasson. Message 1. Céleste, je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte. Arrête ce petit jeu. Message 2. Comment oses-tu nous faire ça? À nous. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ton père est furieux. Message 3. Si tu n'ouvres pas cette porte immédiatement, on appelle la police. On va leur dire que tu as disparu. On va défoncer la porte. La menace. L'humiliation publique. Le chantage émotionnel. J'ai regardé les messages, ma main tremblant de rage. Pas un seul message ne disait « Est-ce que ça va ?» Pas un seul « On s'inquiète pour toi ». Juste « Comment oses-tu ? Ton père est furieux. » Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient furieux d'avoir perdu leur argent. Ils étaient venus à Lyon non pas pour me retrouver, mais pour récupérer leur investissement. Ils étaient venus réclamer leur dû. C'était la goutte d'eau. La comédie était terminée. Ils avaient franchi la dernière ligne. Ils avaient amené leur spectacle toxique chez moi, dans ma vie, sur mon palier, devant mes voisins. J'ai pris mon téléphone. J'ai respiré profondément. La colère froide est revenue. J'allais mettre fin à ce cirque. Mais pas chez moi. Pas selon leurs termes. Selon les miens. J'ai laissé ma mère s'époumoner sur mon palier encore 10 minutes. J'ai laissé les voisins s'imprégner du spectacle. Puis, j'ai envoyé un seul message texte. Je ne suis pas chez moi. Arrêtez cette comédie ridicule. Vous me faites honte. Je vous rencontre demain. Midi, brasserie Georges. Pas chez moi. Soyez là. J'ai choisi la brasserie Georges à dessein. C'est une institution à Lyon. C'est immense. C'est bruyant. C'est public. C'est à côté de la gare de Perrache. C'est neutre. Impossible de faire une scène d'hystérie là-bas sans être vu par 300 personnes et 10 serveurs en tablier blanc. Elle a répondu instantanément. Très bien. Demain. Midi. Le lendemain, je suis arrivée à 11h45. Je n'avais pas dormi, mais l'adrénaline me tenait debout. Je portais mon meilleur tailleur pantalon anthracite. Ce n'était pas un vêtement. C'était une armure. J'avais mon ordinateur portable, avec un dossier que j'avais préparé toute la nuit. J'ai choisi une table au milieu de la salle. En plein passage. Ils sont arrivés à midi pile. Tous les 3. Didier, Martine, et Manon. Mon père avait l'air d'avoir mal dormi, ses yeux étaient injectés de sang, sa mâchoire serrée. Ma mère avait l'air épuisée, ses yeux bouffis d'avoir pleuré de rage ou de tristesse, je l'ignorais. Manon regardait ses pieds, comme d'habitude. Mon père n'a même pas dit bonjour. Il s'est assis lourdement, faisant trembler la table. « Tu as fini ton caprice ?» a-t-il lancé, assez bas pour que seule notre table entende. « Tu nous as fait honte. Humilier ta mère comme ça, sur ton palier. » Je l'ai regardé. Calmement. J'ai posé mon téléphone sur la table. Pendant une seconde, j'ai eu 12 ans à nouveau. J'étais terrifiée à l'idée de le décevoir. J'ai senti la petite fille en moi vouloir s'excuser, vouloir dire « Pardon, papa, je ne le ferai plus ». J'ai pris une profonde inspiration, repoussant la petite fille terrifiée.
J'ai laissé parler la directrice financière. J'ai entendu votre conversation, samedi soir, dis-je. Le silence est tombé sur la table. Le brouhaha de la brasserie, les gares, Charles, des serveurs, tout semblait s'être éloigné. J'ai entendu le plan pour me faire payer. J'ai entendu le plan pour l'hameçon de 300 000 euros. J'ai entendu l'histoire du scooter de 2 000 euros. J'ai tout entendu. Ma mère est devenue blanche comme un linge. Elle a porté sa main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Manon s'est enfoncée un peu plus dans sa banquette, son visage devenant cramoisi. Mon père a tenté de bluffer. Son visage est devenu rouge de colère. Tu nous as espionnés. C'est ça que tu fais? Tu écoutes aux portes? C'est honteux. Et vous, vous complotez pour voler votre propre fille? C'est quoi, ça, ai-je répliqué, ma voix ne tremblant pas d'un iota. Comment oses-tu? Non, l'ai-je coupé, ma voix tranchante. C'est fini. Vous n'aurez pas 300 000 euros. Vous n'aurez pas 100 000 euros. Vous n'aurez pas un centime. Jamais. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a hurlé ma mère, commençant à pleurer. On s'est sacrifié. Des sacrifices? J'ai failli rire. Qu'avez-vous fait? M'utiliser comme une banque? Me mentir sur un prêt étudiant? Me traiter comme un portefeuille? On t'a élevé. On t'a nourri, a rugi mon père, commençant à attirer l'attention. C'est ce que font les parents. C'est la loi. Ce ne sont pas des sacrifices, c'est le minimum légal. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mais parlons de finances, puisque c'est tout ce qui vous intéresse. J'ai fait le calcul. Le scooter. Les vacances que j'ai payées. Les petits oublis que j'ai couverts. Vous ne me devez rien. Je ne vous dois rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je vous suis reconnaissante de m'avoir appris une chose. Tu m'as appris l'indépendance en me forçant à l'être. Tu m'as appris à ne compter que sur moi-même en me montrant que je ne pouvais pas compter sur vous. Merci pour cette leçon. Il était sans voix. La rage le défigurait. Je ne suis pas votre plan retraite. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre machine à sous. C'est terminé. J'ai contacté ma banque. Mes comptes sont verrouillés. J'ai contacté un avocat. J'ai contacté la Banque de France. Essayer de faire quoi que ce soit en mon nom serait une très, très mauvaise idée. Mon père s'est levé si violemment qu'il a cogné la table. Le verre d'eau a failli se renverser. Tu n'es qu'une égoïste. Une ingrate. Il a juré. Tu n'es plus ma fille. Il a attrapé ma mère par le bras. Viens, Martine. On s'en va. Elle ne vaut pas la peine. Il l'a traînée dehors, sous les regards curieux de quelques tables voisines. Ma mère pleurait, mais elle l'a suivie. Comme toujours. J'étais seule à la table, tremblante, mais droite. Le serveur s'est approché, mal à l'aise. Madame, tout va bien? Et puis, une voix. Une petite voix. Attends, Céleste. Je me suis retournée. Manon. Elle n'avait pas suivi mes parents. Elle était toujours assise. Elle me regardait, ses yeux remplis de larmes, mais aussi de quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. De la peur. Pour la première fois de ma vie, je ne savais absolument pas ce qu'elle allait dire. 6 mois ont passé depuis cette scène à la brasserie Georges. 6 mois de silence, de reconstruction, et de changements aussi profonds qu'inattendus. Avec mon père, Didier, le contact a été rompu. Totalement. Il n'a plus jamais appelé. Il n'a plus jamais envoyé de message. Il m'avait rayé de sa vie, ou peut-être, finalement, était-ce moi qui l'avais rayé de la mienne. Morgane m'a dit que c'était sa fierté blessée d'homme qui avait été défiée et démasquée. Je pense que c'était plus simple que ça, je n'étais plus utile, alors j'avais cessé d'exister pour lui. Le silence était assourdissant au début, puis il est devenu paisible. Avec ma mère, Martine, ce fut compliqué. Après 2 mois de silence total, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre manuscrite, envoyée à mon bureau, car elle n'osait plus venir chez moi. Son écriture était tremblante. Elle n'a pas écrit « Je suis désolée ».
Elle n'a pas écrit « pardon ». Je crois que ces mots sont physiquement impossibles à former pour elle. Mais elle a écrit une phrase. Une phrase que j'ai relue 10 fois. Une phrase qui a fissuré quelque chose en moi. Je me suis concentrée sur celle qui criait le plus fort. J'ai oublié de regarder celle qui réussissait en silence. Ce n'était pas une absolution. Ce n'était pas un pardon total. Mais c'était une reconnaissance. La première de ma vie. Nous avons recommencé à parler. Lentement. Des appels courts, une fois toutes les 2 semaines. Nous ne parlons jamais de mon père. Nous ne parlons jamais d'argent. Nous parlons de la météo. De ce qu'elle a planté dans le jardin. De la nouvelle saison de The Crown. C'est fragile. C'est cassé. Mais c'est un début. Et puis, il y a eu Manon. Elle m'a contacté 1 mois après la confrontation. Pas pour s'excuser, pas au début. Elle était en colère. Mais pas contre moi. Quand tu es parti, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix brisée par des sanglots de rage, il s'est retourné contre moi. Il a dit que c'était de ma faute si le plan avait échoué. Que j'étais une idiote. Que j'étais inutile. Que mon idée de bijoux était stupide. Sa voix s'est étranglée. Il m'a traité. Céleste, il m'a traité de la même façon qu'il t'a toujours traité. Elle avait compris. Elle avait réalisé qu'elle n'était pas l'enfant en or. Elle n'était qu'un instrument différent pour atteindre le même objectif. J'étais la banque, elle était l'appât. Nous n'étions que des pions. Son projet de bijoux de luxe a disparu. Évidemment. Il n'avait jamais été réel. C'était le fantasme de mon père. 3 mois plus tard, elle m'a envoyé un email. Sans un mot, juste une pièce jointe. C'était un business plan. Projet, Manon Jardin. Création et entretien de paysages. C'était un plan modeste. Il nécessitait une vieille camionnette Renault d'occasion, quelques outils de base, et beaucoup de travail physique. Il était plein d'erreurs, mais il était vrai. Pas besoin d'argent, précisait son email. J'ai trouvé un petit boulot à la jardinerie pour économiser. Mais, est-ce que tu pourrais jeter un œil aux prévisions budgétaires? Je crois que je me suis complètement trompée sur la TVA. J'ai souri. Un vrai sourire. J'ai ouvert le fichier. J'ai passé 2 heures à corriger ses marges, à lui expliquer la différence entre charges fixes et variables, et à lui envoyer des liens vers les aides à la création d'entreprises. C'était la première conversation honnête que nous ayons jamais eue. Et moi? Ma vie à Lyon a changé. J'ai été promue directrice adjointe du conseil financier. J'ai vendu mon appartement à la Croix-Rousse. Trop de mauvais souvenirs de ma mère pleurant sur le palier. J'ai acheté un magnifique appartement neuf près du parc de la Tête d'Or, avec un grand balcon donnant sur les arbres. Mathis et moi avons emménagé ensemble. Il a été mon roc. Il n'a jamais jugé. Il a juste tenu bon quand je m'effondrais, et m'a célébré quand je me tenais droite. Il m'a aimé pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais lui apporter. Ma vie extérieure était parfaite. Mais je savais qu'il restait un travail à faire. Le plus difficile. Le travail intérieur. J'ai commencé une thérapie. C'est facile de blâmer les autres. C'est facile d'être en colère contre mon père, d'être déçu par ma mère, d'être amer envers Manon. Le plus dur, c'était de dénouer ce qu'ils avaient tricoté à l'intérieur de moi. Le syndrome de l'imposteur. Le sentiment que chaque succès devait être justifié. La croyance terrifiante, ancrée au plus profond de moi, que si je n'étais pas utile, je n'étais pas digne d'être aimé. Mon thérapeute, un homme calme et patient à la Croix-Rousse, m'a écouté pendant des semaines. Il m'a écouté raconter l'histoire du 18/20, du vase cassé, du scooter. Puis, lors d'une séance, il m'a dit quelque chose qui a tout changé. Céleste, vous devez faire le deuil. Faire le deuil? Mais personne n'est mort, ai-je répondu. Si, a-t-il dit doucement. Vous devez faire le deuil. Non pas de votre famille, car ils sont toujours là, d'une manière ou d'une autre. Mais vous devez faire le deuil de l'idée de la famille que vous auriez dû avoir. La famille que vous méritiez. Vous devez pleurer la fierté de votre père que vous n'aurez jamais,
et la protection de votre mère que vous n'avez jamais eue. J'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai fait le deuil. Et en faisant cela, j'ai trouvé de la place pour autre chose. Je me suis souvenu de ma maminou Odette. De sa croyance simple et inébranlable en moi. Ta tête vaut de l'or, Céleste. Elle ne m'avait pas aimé parce que j'étais utile. Elle m'avait aimé, c'est tout. C'était ça, mon véritable héritage. Pas l'argent que mon père convoitait. C'était la confiance d'Odette. J'ai décidé d'honorer cet héritage. Il y a 3 mois, j'ai utilisé une partie de l'argent que j'avais si férocement protégé. J'ai créé une association, loi 1901. Je l'ai appelée Odette Finance. Notre mission est simple, nous organisons des ateliers gratuits de littératie financière, éducation financière, pour les femmes. Notre public cible ? Les femmes de plus de 50 ans. Celles qui, comme ma mère, comme tant d'autres de sa génération, se retrouvent soudainement démunies après un divorce, un veuvage, ou une carrière interrompue pour élever des enfants. Celles qui se retrouvent face à une administration, à des banquiers qui parlent un jargon incompréhensible. Celles que la société, et parfois leur propre famille, considèrent comme périmées ou ignorantes. Notre premier atelier a eu lieu le mois dernier dans un centre social de Vaux-en-Velin. J'étais terrifiée. 12 femmes sont venues. Elles avaient peur. Elles avaient honte de ne pas savoir. À la fin des 3 heures, une femme nommée Bernadette, 62 ans, est venue me voir, les larmes aux yeux. Elle tenait son relevé bancaire. C'est la première fois de ma vie que je comprends cette page, m'a-t-elle dit, sa voix tremblante. Mon mari s'est toujours occupé de tout. Quand il est parti, j'ai cru que j'étais stupide. Personne ne m'avait jamais expliqué comme ça. Je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai compris. Ce jour-là, j'ai compris. Mon père avait essayé de tout me prendre. Mais en faisant cela, il m'avait tout donné. Il m'avait donné la rage de me battre, la clarté de voir qui j'étais, et le but de ma vie. Je n'étais pas une victime. J'étais une survivante. Et maintenant, j'étais une combattante. J'ai réalisé que ma vraie famille était celle que j'avais choisie, Morgane, qui m'a ancrée. Mathis, qui m'a aimé sans condition. Et même Manon, qui apprenait, comme moi, à se libérer et à planter ses propres racines. La famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect. Parfois, s'éloigner des gens qui auraient dû être notre tout est le seul moyen de se trouver soi-même. Avez-vous déjà dû fixer des limites aussi difficiles avec votre famille ? Avez-vous déjà dû choisir entre votre bien-être et leurs attentes ? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Comment avez-vous trouvé la force de vous choisir ? Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, si vous avez ressenti cette colère et cette libération, merci de laisser un like et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de transformer la douleur en pouvoir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre, aujourd'hui, qu'il n'est pas égoïste de se choisir. C'est vital. Prenez soin de vous.